Chunk 1. Je pense que ma femme a pensé que j'avais peut-être répondu trop vite, mais c'est ma première réaction. Sans excuse ni explication, CBS me manque. Cela me manque depuis le jour où je l'ai quitté. J'ai eu une bonne course. Je le sais. Dan Rather a 93 ans et travaille encore tous les jours. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est le sombre secret qui le hantait depuis 60 ans. En 1963, il a commis une erreur en direct à la télévision qui a déclenché des décennies de théories du complot. Le gouvernement a enterré la vérité. Rather a essayé de la réparer, mais il était trop tard. Puis vint l'attaque mystérieuse de 1986. 2 hommes en costume l'ont suivi jusqu'à chez lui et l'ont battu en lui posant sans cesse la même question étrange. Pendant des années, personne n'a cru à son histoire. Aujourd'hui, nous révélons ce qui est réellement arrivé à l'homme qui a dupé l'Amérique. Dan Rather est né le jour d'Halloween en 1931, dans une minuscule cabane louée à Wharton, au Texas. La maison n'avait ni téléphone ni plomberie. Même si le château d'eau de la ville était à proximité, sa famille devait encore transporter de l'eau dans des seaux et utiliser des toilettes extérieures, qu'il fasse chaud ou froid. Ses parents gagnaient à peine 20 $ par semaine pendant la Grande Dépression. Ils ont dû déménager 2 fois avant même que Dan n'ait 5 ans, à la recherche d'emploi dans les pipelines qui ne payaient que 15 cents de l'heure. La nuit, il restait éveillé à compter les coups de sifflet des trains et se promettait qu'un jour, il échapperait à la pauvreté. Son père, Daniel Senior, creusait des fossés pendant 10 heures par jour, posant des pipelines de pétrole pour Humble Oil. Il rentrait à la maison fatigué, couvert d'argile rouge. Mais au lieu de se reposer, il demandait à Dan les gros titres de l'actualité. Il lisait de vieux journaux pendant les pauses déjeuner et voulait que son fils fasse plus que simplement étudier. Il voulait qu'il pense. Pendant la guerre, lorsque l'argent est devenu encore plus rare, la mère de Dan a travaillé en double poste comme cuisinière et couturière. Une fois, elle a cousu 200 uniformes militaires en une semaine pour seulement 700 chacun. Leur effort a laissé une profonde impression. Dan a appris très tôt que le travail n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de qui vous étiez. Cette conviction est restée. Si resté dit comment si resté avec lui. Chunk 2. Des années plus tard, ses collègues de CBS lui ont donné un surnom, Iron Butt, fesse de fer. Il travaillait souvent 18 heures par jour au montage sans se plaindre. Il a dit que ce genre de motivation venait du souvenir de la façon dont ses parents avaient enduré leur propre longue journée. À 19 ans, Dan a fait de l'autostop sur près de 160 km pour s'inscrire au Sam Houston State Teachers College. Il avait une bourse de 300 $, assez pour payer les livres, mais pas la nourriture. Pour joindre les deux bouts, il faisait la vaisselle à la cafétéria au lever du soleil, commentait les matchs de football du lycée le soir pour 3 $ le match et écrivait des articles pour le journal du campus à 70 cents de l'heure. Avant d'avoir 20 ans, il avait déjà écrit 100 articles. L'un d'eux a même conduit la bibliothèque de l'école à rester ouverte plus longtemps le dimanche pour aider les anciens combattants qui étudiaient grâce au GI Bill. Ces articles ont attiré l'attention du bureau de l'Associated Press à Houston. Ils l'ont engagé à temps partiel, le laissant rendre compte des verdicts des tribunaux entre les cours. Il a appris à penser vite et à écrire encore plus vite, des compétences qui allaient plus tard sauver des vies en direct à la télévision. Encore à l'université, il a décroché un poste de nuit à l'Associated Press en 1950. Il travaillait 6 jours par semaine pour 28 $. Ce n'était pas suffisant pour payer le bus, alors parfois, il dormait sur un lit de camp à côté du téléscripteur. Une nuit, il a réécrit une histoire de 200 mots sur une explosion de raffinerie pour l'avoir rejetée à cause d'une virgule mal placée. Rather a réécrit le tout en 7 minutes. Cela a impressionné son patron, qui lui a donné le double de travail à partir de ce moment-là. À la paix, il a appris que son écriture devait être aussi pointue que courte, assez concise pour tenir sur un fil, assez forte pour marquer les lecteurs. C'est également à la paix qu'il a commencé à lire les dépêches d'Edward R. Murrow. Pour la première fois,
il a imaginé une vie au-delà de la petite ville du Texas, peut-être même à la télévision. Tous les matins avant l'école, le père de Dan n'avait qu'un seul mot pour lui. Constante. Il le répétait en serrant les tuyaux. Rouillé. Ce mot évoïche est resté avec Dan. Il le griffonnait en haut de chaque cahier et se le murmurait avant chaque émission en direct. Le 14 septembre 2001, quelques jours seulement après le 11 septembre, il a terminé le CBS Evening News par courage et constante. Ce court message a généré plus de 10 000 emails en une journée. En 2020, il a fait utiliser ce même mot comme nom pour sa newsletter. Au cours de sa première année, 300 000 personnes se sont abonnées. Ce seul mot avait voyagé d'un pipeline texan à des millions de téléphones et d'écrans dans le monde entier. Chunk, 3i. Le 9 septembre 1961, l'ouragan Carla déferlait sur le Golfe. Dan Rather n'avait que 29 ans et travaillait pour Côte TV à Houston. Au lieu de fuir la côte, il s'est rendu au bureau météorologique de Galveston. Le vent à l'extérieur hurlait à 233 km/h. Rather a convaincu les météorologues de laisser une caméra tourner pendant qu'il sortait sur la passerelle, un espace que tout le monde avait déjà abandonné. Les vents étaient toujours supérieurs à 160 km/h, mais Rather s'est tenu là, dans un imperméable flottant, et a crié au-dessus de la tempête, avertissant les gens qu'il ne leur restait que quelques heures pour évacuer. Ce clip de 45 secondes a été diffusé dans tout le pays. Il a déclenché la plus grande évacuation côtière de l'histoire des États-Unis à l'époque. Plus d'un demi-million de personnes sont parties avant que l'ouragan ne frappe. Grâce à cet avertissement, seulement 46 personnes sont mortes, contre plus de 400 qui sont mortes lors d'une tempête plus faible seulement 4 ans plus tôt. Ce n'était pas tout. À New York, les dirigeants de CBS ont vu le même clip et ont remarqué quelque chose de nouveau. Rather avait placé un contour transparent du Texas sur l'image radar, montrant à quel point la tempête était massive. L'œil de Carla mesurait 80 km de large. La tempête elle-même s'étendait sur 640 km, couvrant presque tout le golfe du Mexique. Personne n'avait jamais montré quelque chose de semblable à la télévision auparavant. Même les météorologues étaient stupéfaits. La couverture de Rather lui a valu 2 prix de journalisme majeur, l'Ohio State Award et la Columbia DuPont Citation. Et juste comme ça, Hurricane Dan l'ouragan, est né. Seulement 3 semaines plus tard, CBS a appelé. Le 16 avril 1962, à l'âge de 31 ans, Rather a rejoint le réseau en tant que correspondant. Son salaire a quadruplé du jour au lendemain. Il a été envoyé à Dallas pour diriger le tout nouveau Southwest Bureau, couvrant tout du programme spatial aux tornades. Quelques semaines plus tard, il animait déjà des émissions spéciales nationales. Les audiences ont bondi de 18%. Cela a clairement indiqué que Rather ne retournerait pas à l'information locale. Il restait sur la scène nationale, mais avant même qu'il ne puisse s'installer, CBS l'a envoyé directement en Géorgie. Le mouvement des droits civiques s'intensifiait et Rather était nécessaire en première ligne. Entre la fin de 1962 et le milieu de 1963, il a déposé plus de 80 reportages de villes comme Birmingham, Jackson et Oxford. Il a esquivé des briques et des gaz lacrymogènes. Il a fait un reportage en direct après l'assassinat de Medgar Evers. Chunk 4. En Alabama, il a envoyé des images de la confrontation du gouverneur à l'école 17 minutes seulement après qu'elle se soit produite. Cela a battu tous les autres réseaux de plusieurs heures. Les suprématistes blancs ont tailladé ses pneus. Ils ont fait sortir sa camionnette de la route. Une fois, ils ont laissé une note disant qu'il devait partir ou mourir. Il ne l'a pas fait. CBS a continué à filmer et l'équipe juridique a gardé de l'argent de caution à portée de main. Rather a été arrêté ou détenu 6 fois en 9 mois. Aucun autre journaliste de télévision n'a vécu autant de choses en si peu de temps. Dan Rather ne s'est pas réveillé ce matin-là en pensant qu'il ferait partie de l'histoire. C'était le vendredi 22 novembre 1963 et il n'avait que 32 ans, travaillant comme chef de bureau de CBS au Texas.
Cet après-midi-là, quelque chose s'est produit qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la façon dont l'Amérique regardait les nouvelles. CBS avait entendu des rumeurs selon lesquelles quelqu'un avait filmé l'assassinat du président John F. Kennedy. Rather a été envoyé pour vérifier. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé assis dans une salle de conférence sombre, les stores baissés, avec une bobine de film Bell Howl qui tournait silencieusement à côté de lui. Abraham Zapruder avait enregistré la limousine du président alors qu'elle traversait Dealey Plaza, commençant à l'image 133 et se terminant à l'image 313. Cette dernière image montrait quelque chose de presque trop horrible à décrire. Une explosion soudaine du crâne du président. Une explosion de rose qui a laissé Rather figé. Un seul autre journaliste l'avait vu avant lui. Pendant un bref instant, il était l'une des deux seules personnes sautées sur Terre, en dehors du gouvernement, à savoir ce que la caméra de Zapruder avait capturé. En quelques heures, les dirigeants de CBS ont réalisé qu'ils avaient quelque chose qu'aucun autre réseau n'avait. Ils ont précipité Rather vers un microphone. Sa voix, ferme mais urgente, l'a transformé du jour au lendemain d'un reporter local en un homme que l'Amérique avait maintenant besoin d'entendre. 3 jours plus tard, le 25 novembre, Rather était sous les projecteurs du studio de CBS Evening News. On lui a confié une tâche impossible. Le film ne pouvait pas encore être montré au public. Il ne serait diffusé qu'en 1975, alors Rather a dû le décrire seconde par seconde à des millions de personnes qui n'avaient pas d'image, seulement sa voix. Alors qu'il expliquait ce qu'il voyait, il a commis une erreur qui le hanterait pendant des décennies. Il a dit aux téléspectateurs qu'après le dernier coup de feu, la tête du président Kennedy s'était brusquement projetée vers l'avant. Ce n'était pas un mensonge. Chunk 5. C'était simplement la façon dont sa mémoire l'avait stocké sous le choc du moment. Il a mentionné les numéros d'image. Image 210, image 225, image 313. Walter Cronkite a cliqué sur la séquence à côté de lui. Mais des chercheurs ont confirmé plus tard que le mouvement était en fait vers l'arrière et vers la gauche, et non vers l'avant. Ce détail, bien que petit, a explosé en quelque chose de bien plus grand. Il a contribué à déclencher des décennies de théories du complot. Des livres ont été écrits, des experts ont débattu, et cette phrase que Rather avait prononcée en se basant sur sa mémoire a été répétée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus simplement une erreur. Elle est devenue partie intégrante du mystère. Cette seule émission n'a pas seulement lancé sa carrière. Elle l'a liée à la question la plus sombre que l'Amérique ait jamais posée. Qui a vraiment tué le président? En janvier 1964, CBS a fait de Rather son correspondant à la Maison-Blanche. Il n'avait que 32 ans, mais il ne s'est jamais débarrassé du poids de ce premier reportage. Des gens ont écrit des lettres pendant des décennies pour exiger qu'il le corrige. Lorsque CBS a finalement diffusé le film de Zapruder dans son intégralité, 12 ans plus tard, Rather a admis qu'il s'était trompé. Mais il était trop tard. Le mal était déjà fait. Au moment où le pays a commémoré le 30e anniversaire de l'assassinat en 1993, plus de 90% des Américains croyaient qu'il y avait eu un complot, et beaucoup d'entre eux se souvenaient de cette première voix qu'ils avaient entendu décrire le moment fatal. Même lorsque Rather couvrait des guerres ou des famines à l'autre bout du monde, quelqu'un trouvait toujours un moyen de soulever l'image 313. Mais Rather n'a pas simplement tourné la page. Il a refusé d'oublier. Au cours des 30 années suivantes, il a animé au moins 6 documentaires majeurs de CBS axés sur l'assassinat. Il a épluché plus de 26 000 pages de documents gouvernementaux, y compris des rapports d'autopsie et des câbles de la CIA. Il a retrouvé tous ceux qui pourraient avoir une pièce du puzzle. Des experts en balistique du FBI, des chirurgiens de la marine, même un transfuge soviétique nommé Yuri Nosenko, qui avait des dossiers sur Lee Harvey Oswald. L'obsession de Rather était personnelle et professionnelle.
Ses producteurs se souviennent comment il se présentait à 4 heures du matin avec des documents nouvellement déclassifiés et leur demandait de réécrire des émissions entières. En 1993, il avait réalisé plus de 180 entrevues à la caméra liées à l'affaire Kennedy, plus que tout autre journaliste du pays. Son bureau ressemblait à un laboratoire de crime. Chunk Sissas. Il y avait des témoignages de témoins du FBI, des photos agrandies du film de Zapruder, le tout marqué au crayon rouge. Il s'était transformé en détective avec un laissez-passer de presse. Le plus étrange, c'est que rien de tout cela n'était censé arriver. CBS ne voulait même pas qu'il couvre la Maison-Blanche. Ils avaient envisagé de confier le poste à un journaliste plus âgé, quelqu'un avec plus d'expérience. Rather avait espéré le Vietnam. Mais CBS avait vu ce qu'il pouvait faire. En 1961, il avait couvert l'ouragan Carla et utilisé des graphiques à l'antenne d'une manière que personne n'avait faite auparavant. Le nombre de téléspectateurs à Houston a bondi de 28%. Plus important encore, ces reportages ont convaincu environ 350 000 personnes d'évacuer, ce qui a peut-être sauvé leur vie. Alors, CBS a pris une chance avec lui. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à couvrir le président Lyndon Johnson, qui n'aimait déjà pas Rather à cause d'une question de suivi pointue qu'il avait une fois criée à l'aéroport de Dallas. Cette histoire inconfortable a préparé le terrain pour la longue et difficile relation de Rather avec le remplaçant éventuel de Johnson, Richard Nixon. Dès l'été 1969, les assistants de Nixon avaient déjà décidé que Rather était un problème. Ils ont créé un plan interne appelé Operation Duck, Opération Canard, pour le pousser vers la sortie. Le chef de cabinet, H.R. Haldeman, voulait classer les journalistes comme amicaux ou hostiles. En juin, Rather était encore marqué comme objectif. En décembre, il était passé à la liste contre nous. À un moment donné, un assistant a même suggéré que CBS l'envoie à Austin et le paie pour ne pas travailler pendant 1 an. CBS a refusé. Ils ont dit qu'ils ne réassignaient pas les reporters en fonction de qui le président aimait. La Maison-Blanche a riposté en inondant les stations de télévision locales avec des segments pro-Nixon. Ils devaient être diffusés au moment exact où Rather apparaissait à l'écran. Cet effort a coûté aux contribuables environ 400 000 $ à l'époque, ce qui représenterait environ 3 millions de dollars aujourd'hui. Un moment de cette période est devenu inoubliable. Le 19 mars 1974, Nixon prenait la parole lors d'un congrès de radiodiffuseurs à Houston. Lorsque Rather s'est levé pour poser une question, la salle remplie de partisans de Nixon a commencé à huer. Nixon a souri et a demandé « Êtes-vous candidat à quelque chose ?» Il y a eu une pause. 7 secondes de silence radio. Rather a répondu en le fixant. « Non, monsieur. L'êtes-vous, monsieur? L'êtes-vous? » Cela a fait la une des journaux instantanément. Chunk 7. Le public a adoré, mais la Maison-Blanche était furieuse. Dans les 24 heures, CBS a reçu 43 appels téléphoniques de donateurs politiques exigeant que Rather soit renvoyé. Il a dit plus tard qu'il regrettait l'échange, non pas parce qu'il était irrespectueux, mais parce que le moment avait éclipsé la question qu'il voulait réellement poser sur l'accès aux preuves. De 1972 à 1974, Rather a livré plus de 200 reportages sur le Watergate. Il a été le premier journaliste d'un réseau à lier directement un paiement de 25 000 $ à la campagne de réélection du président. Les audiences ont grimpé de 18% pendant ces reportages, mais le contre-coup a été intense. CBS a reçu des milliers de lettres de protestation. 70% d'entre elles avaient exactement le même libellé clairement imprimé par les comités républicains. Les gens de Nixon ont même essayé de déterrer de la saleté en fouillant dans les dossiers fiscaux et les notes de frais de voyage de Rather, mais ils n'ont rien trouvé. Pourtant, la pression était réelle. Le Congrès a dit plus tard que ces reportages étaient cruciaux pour faire évoluer l'opinion publique. Au début de 1973, le taux d'approbation de Nixon s'élevait à 66%. Au milieu de 1975, il était tombé à 24%. Au plus fort de la crise, la vie de Rather s'est transformée en un roman d'espionnage.
En un seul mois, en 1973, CBS a enregistré 16 menaces de mort distinctes contre lui. Une lettre disait qu'il serait pendu à la clôture de la Maison-Blanche d'ici le jour du drapeau. CBS a installé des boutons de panique à l'intérieur de sa maison. Ils ont même enterré un capteur de pression sous le bac à sable de la cour arrière où jouait son fils de 3 ans. Les menaces étaient si spécifiques. Le réseau a embauché des gardes du corps en payant environ 2 500 $ par semaine, soit plus que le propre salaire de Rather. Même après la démission de Nixon le 9 août 1974, les menaces ont continué. Le FBI a retracé certains appels à des groupes d'étudiants d'extrême droite, mais personne n'a été arrêté. Pour le reste de sa carrière, Rather a porté un dispositif d'alarme silencieux sur son porte-clés au cas où. En 1980, ABC a essayé de le voler. Ils lui ont offert 22 millions de dollars pour 10 ans. Cela représenterait environ 83 millions de dollars aujourd'hui. C'était l'offre la plus importante qu'un journaliste ait jamais reçue. ABC a promis un contrôle créatif total, une émission de magazine en heure de grande écoute et une place au sommet de son réseau. L'accord a fuité en 2 jours. CBS a paniqué. Le jour de la Saint-Valentin 1951, ils ont surenchéri avec le même chiffre, 22 millions répartis sur 10 ans, mais ils ont ajouté des primes, des profits de documentaires et une clause spéciale permettant à Rather de partir s'il réduisait son rôle. Chunk 8. Avec les suppléments, cela pourrait atteindre 3 millions par an. C'était 5 fois ça ce que Walter Cronkite avait gagné. Pour officialiser la chose, ils ont demandé à Cronkite de prendre sa retraite 3 semaines plus tôt, afin que Rather puisse commencer immédiatement. Le 9 mars 1941, Rather a repris le CBS Evening News. La pression était énorme. Cronkite avait dirigé l'émission pendant 19 ans. Les gens lui faisaient plus confiance qu'aux médecins, aux prêtres ou au Congrès. Le studio était tendu. CBS a en fait diffusé des applaudissements dans les salles de rédaction pour rendre les choses plus joyeuses qu'elles ne l'étaient en réalité. Les critiques n'ont pas aimé le style de parole rapide de Rather. En 2 semaines, le nombre de téléspectateurs a chuté d'1,5 million de foyers. Le titre d'un journal demandait « Quelqu'un peut-il succéder à Dieu ?» Mais les jeunes téléspectateurs l'aimaient. Ceux de moins de 35 ans préféraient Rather 2 contre 1. CBS savait qu'ils avaient peut-être quelque chose à long terme. Pourtant, les premières années ont été difficiles. En 1983, CBS a essayé de le rendre plus sympathique en lui faisant porter des pulls pendant l'hiver. Les gens s'en sont moqués. Les comédiens à la télévision ont fait des blagues. Les audiences ont continué de chuter. En 1949, CBS avait perdu la première place après 22 ans. Des documents internes ont révélé que le réseau avait dépensé plus de 3 millions de dollars en consultation d'images entre 1942 et 1946. C'était plus que ce qu'ils avaient dépensé pour toute leur couverture de l'Afrique et de l'Amérique du Sud combinée. Rather détestait ça. Il a dit une fois, « Si vous voulez un mannequin, achetez-en un. » En 1946 seulement, ces expressions populaires, connues sous le nom de ratérisme, ont causé tellement de problèmes que les dactylographes du sous-titrage codé ont déposé des plaintes auprès de la FCC. En 1992, CBS Evening News était tombé à la 3e place, ce qui a coûté au réseau une perte estimée à 120 millions de dollars en revenus publicitaires sur 5 ans. Au soir du 11 septembre 1987, des millions de personnes se sont branchées sur le CBS Evening News. Mais au lieu de la voix de Dan Rather ou d'un graphique d'actualité, ils n'ont rien obtenu. Juste un écran noir. Pas un seul mot, pas un seul son. Pendant 6 minutes, la nation a regardé un vide. Chunk 9. Ce qui s'était passé était simple mais spectaculaire. Rather était parti en trombe après avoir appris que CBS coupait court à son segment pour terminer la diffusion d'une demi-finale tendue de l'US Open entre Steffi Graf et Lori McNeil. Lorsque le match s'est terminé à 18h32, heure de l'Est, CBS est revenu au studio, mais la chaise de Rather était vide.
Les téléphones de CBS ont commencé à sonner instantanément. Les affiliés ont menacé de retirer le flux. Les annonceurs étaient furieux. 6 minutes plus tard, Rather s'est précipité devant la caméra, essoufflé et ajustant encore son microphone. Au sein de l'entreprise, il y a eu de sérieuses discussions sur la façon de le punir. Mais la direction savait que suspendre sa vedette ne ferait qu'aggraver la catastrophe. Ce n'était pas la seule fois où Dan Rather a fait la une des journaux pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec le reportage. Dans la nuit du 4 octobre 1986, il a quitté l'appartement d'un ami et a commencé à rentrer chez lui à pied. 2 hommes en costume ont commencé à le suivre. Sans avertissement, l'un d'eux l'a frappé en plein visage. Alors que Rather tombait, ils ont répété sans cesse une question étrange. « Kenneth, quelle est la fréquence? » Il a essayé de courir, mais ils l'ont suivi dans son immeuble, lui donnant des coups de pied jusqu'à ce qu'un portier intervienne finalement. Il s'est retrouvé meurtri, secoué et complètement confus. Personne ne savait ce que les agresseurs voulaient dire. Certains ont plaisanté en disant qu'il avait inventé l'histoire. D'autres ont laissé entendre qu'il était ivre. Pendant plus d'une décennie, l'affaire est restée un mystère. Puis, en 1997, un meurtrier condamné nommé William Taggart a avoué. Il croyait que les diffuseurs envoyaient des messages dans son cerveau et avait attaqué Rather pour trouver le signal. Les médecins ont constaté ce soir-là qu'il avait une légère commotion cérébrale et des ecchymoses sur le dos, mais les rumeurs ont circulé. Les gens murmuraient que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne s'est-il pas défendu? Pourquoi ces mots étranges? Puis, en 1995, R.E.M. a sorti une chanson intitulée « What's the Frequency, Kenneth ?» Quelle est la fréquence de Kenneth? Et elle a grimpé au numéro 21 du Billboard Hot 100. Le moment était devenu une légende de la culture pop. Rather, toujours professionnel, s'est prêté à la blague et s'est même apparu au Late Show avec David Letterman en criant le refrain avec le groupe. Chunk 10. 2 ans plus tard, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Lors de la Convention nationale républicaine du 15 août 1988, Rather couvrait le vote nominal en direct lorsqu'il s'est lancé dans une critique cinglante de la nature spectaculaire de la politique moderne. Au milieu de son discours, sa voix s'est brisée, ses yeux se sont remplis de larmes. Une larme a coulé sur sa joue. Il a essayé de continuer en chuchotant « Excusez-moi ». Mais le moment était déjà arrivé. Les critiques étaient partagées. Certains ont dit que c'était brut et humain. D'autres ont dit que ce n'était pas professionnel. CBS ne savait pas quoi penser. Ils ont discrètement commencé à envoyer des présentateurs pour des évaluations psychologiques, une première dans l'information télévisée. Les rivaux se sont régalés en rejouant le clip au ralenti, suggérant que la pression des projecteurs le brisait. Au début de 1989, des notes internes ont révélé quelque chose de plus grave. Les dirigeants de CBS se préparaient à la possibilité que Rather ait besoin d'une longue pause. Des présentateurs suppléants ont été nommés. Mike Wallace, Bob Skiffer, Connie Chung. Les rumeurs d'une dépression sont devenues plus fortes. Les gens ont dit qu'ils l'avaient vu arpenter les couloirs, en murmurant des titres d'actualité. Un producteur a affirmé avoir trouvé Rather seul à 3 heures du matin, regardant des images de tornades en boucle. CBS n'a pas publié de déclaration, mais ils ont fait appel à un coach, l'ont forcé à prendre des vacances et ont essayé de calmer les rumeurs. Les audiences ont chuté de 7% ce printemps-là, mais Rather a réussi quelque chose d'énorme. Il a obtenu la première interview américaine du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Les bavardages ont cessé, du moins pendant un certain temps. Puis vint le moment qui a tout terminé. Le 8 septembre 2004, seulement 56 jours avant l'élection présidentielle, Rather a ouvert un segment de 5 minutes sur 60 minutes sur George W. Bush et les documents controversés du lieutenant-colonel Buck Killian. Il y était question de favoritisme familial et d'évasion aux responsabilités de Bush pendant son service dans la Texas Air National Guard.
Les notes auraient été écrites par l'ancien commandant de Bush, le lieutenant-colonel Jerry Killian, et datées de 1972 à 1973. C'était une affaire énorme. À ce moment-là, John Kerry ne devançait Bush que de 2 points. Toute atteinte à la crédibilité de Bush pourrait faire basculer l'élection, mais en quelques heures, les internautes ont commencé à décortiquer les documents. La police d'écriture ressemblait à Times New Roman. Chunk. 11. L'espacement semblait trop parfait. Les forums en ligne comme freerepublic.com ont explosé avec plus de 12 000 messages du jour au lendemain. Le lendemain matin, Rathergate était le terme le plus recherché sur Google News. Les notes ressemblaient à des documents qui avaient été tapés à l'aide de Microsoft Word et non d'une machine à écrire des années 1970. Les choses ont empiré rapidement. Il s'est avéré que les copies provenaient d'un officier retraité de la Garde nationale nommé Bill Burkett. Il les a télécopiées depuis un Kinko's à Abilene, au Texas, et a dit qu'il avait brûlé les originaux. En 48 heures, un expert en police d'écriture a recréé l'une des notes en utilisant les paramètres par défaut de Word, ligne pour ligne. D'autres experts ont dit que les exposants et l'approche précise n'étaient tout simplement pas possibles sur l'ancienne IBM Selectric. Même l'expert en écriture de CBS a admis plus tard qu'il n'avait vérifié que la signature et non le formatage. Burkett a ensuite admis qu'il avait menti sur la provenance des documents. Il a dit qu'il les avait obtenus d'une femme anonyme lors d'une exposition de bétail. L'homme qui était censé les avoir écrits était décédé depuis 1944. Personne d'autre ne pouvait confirmer qu'ils étaient réels. Le 20 septembre, CBS a admis qu'elle ne pouvait plus se porter garante des documents. Les excuses n'ont duré que 45 secondes, mais les dégâts étaient irréversibles. CBS savait qu'elle avait besoin d'un nettoyage plus approfondi. 2 jours seulement après la diffusion, ils ont embauché l'ancien procureur général des États-Unis, Dick Thornburgh, et l'ancien chef de l'Associated Press, Louis Boccardi, pour mener une enquête. L'examen a duré 4 mois, a coûté environ 5 millions de dollars et a produit un rapport de 234 pages. Ils ont interviewé 66 personnes. Le panel n'a pas qualifié les notes de fausses, mais a dit qu'il y avait de sérieux problèmes. CBS avait ignoré les signaux d'alarme. Il y avait une précipitation à la diffusion. Mary Mapes, la productrice principale, n'avait que 5 jours pour tout vérifier. Cela violait au moins 7 règles de vérification interne. 4 personnes ont été renvoyées. Mapes a été licencié. Rather ne l'a pas été. Mais son nom est apparu 70 fois dans le rapport, souvent pour ne pas avoir posé les bonnes questions. Le rapport est devenu une étude de cas dans les écoles de journalisme. Chunk 12. Une preuve de la façon dont la vitesse et les préjugés peuvent détruire une histoire, même dans les réseaux les plus respectés. Le 9 mars 2005, exactement 24 ans après avoir succédé à Walter Cronkite, Rather a fait ses adieux au CBS Evening News pour la dernière fois. Il a cité le mot célèbre d'Edward R. Murrow, « courage ». En privé, la direction lui avait déjà dit qu'il ne pouvait pas rester. Les audiences étaient tombées en dessous de 6 millions. Il restait plus d'1 an à son contrat d'une valeur de 6 millions de dollars par an. Mais il a été discrètement transféré à des segments occasionnels de 60 minutes et a finalement quitté le réseau le 20 juin 2006. Il avait commencé à CBS en 1962 en couvrant les ouragans. Maintenant, après 44 ans, il était dehors. Contrairement à Tom Brokaw à NBC qui a eu une grande tournée d'adieu, Rather a été mis à la porte. Il a décrit plus tard le moment comme si un organe avait été enlevé sans anesthésie. Il n'est pas parti, tranquillement. Le 19 septembre 2007, il a intenté une action en justice de 70 millions de dollars contre CBS Viacom et 2 des plus hauts dirigeants, Leslie Moonves et Sumner Redstone. Il a affirmé qu'il l'avait réduit au silence pour protéger les relations politiques. Le procès a traîné pendant plus de 2 ans. Il lui a coûté plus de 2 millions de dollars en frais juridiques, tous payés de sa propre poche. Mais les tribunaux n'étaient pas d'accord. Ils ont statué que CBS avait respecté son contrat en continuant à le payer.
Il avait même produit 18 autres reportages pour 60 minutes après le scandale. En 2012, le dernier appel a été rejeté. Il a dit qu'il l'avait fait non pas pour l'argent, mais pour laver son nom. Mais le tribunal a eu le dernier mot. Après sa dernière émission, son agent a appelé 11 réseaux différents. Pas un seul n'a dit oui. Certains ont été directs. Pas de controverse. Pas de ratter. Entre avril 2005 et juin 2006, il n'a obtenu que 2 emplois à l'antenne, tous deux de courte durée, pour la chaîne History. À un moment donné, il a même auditionné pour narrer un documentaire de Discovery Channel sur les requins. Chunk, 13. Ils l'ont refusé, disant qu'il était trop polarisant. Lorsque CBS a vidé son bureau en avril 2006, son ancienne carte d'accès ne déverrouillait même plus le bâtiment. C'était comme s'il avait été effacé. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le 20 juillet 2006, le petit réseau câblé de Mark Cuban, HDNet, a pris un risque. Ils ont offert à Rather $1 d'avance et 5% des bénéfices futurs. La paie n'était presque rien, mais ils lui ont donné une liberté éditoriale complète. Sa nouvelle émission, Dan Rather Reports, a été lancée le 14 novembre 2006 et a triplé la moyenne de l'heure de grande écoute de HDNet, avec 180 000 téléspectateurs. Au cours de 9 saisons, elle a diffusé 282 enquêtes. Il a voyagé dans 51 pays. Il a remporté 3 Emmy. L'un de ses reportages sur les faux médicaments contre le cancer a conduit la FDA à effectuer des descentes dans 28 cliniques en 48 heures. À 74 ans, Rather avait construit quelque chose de nouveau à partir de rien. Même dans les tragédies personnelles, il n'a pas ralenti. En mai 2023, sa femme depuis 66 ans, John Goebel, a subi un accident vasculaire cérébral massif. Elle a passé 3 mois en soins intensifs et Rather était là tous les soirs. Mais il n'a pas pris de pause. Il a filmé des épisodes de The Big Interview pendant les heures de visite à l'hôpital. Il a écrit sa newsletter Steady depuis les salles d'attente et les couloirs. Des amis ont offert de prendre le relais. Il a refusé. Il a dit que son père, un homme qui a vécu la Grande Dépression, lui avait appris que des mains fermes construisent des ponts. Jean est rentré chez elle sous soins à temps plein. Le 21 mai. Le 26 avril 2025, ils ont fêté leur 70e anniversaire de mariage. Il a publié une photo de leur certificat de mariage de 1957 avec la légende « La vie est une échéance, l'amour bat la montre ». Ce seul message a obtenu 410 000 réactions en seulement 24 heures, son plus grand nombre de likes à ce jour. Et ceux qui lisent ces écrits disent maintenant qu'ils sont plus doux, plus profonds, mais tout aussi implacables. Parce que même après tout ça, Dan Rather écrit toujours stable.